Donc d'après vous, qui sont les plus lointains ancêtres des Français? Pensez-vous que ce sont les premiers hommes à avoir foulé le sol français? Vous savez, ces nomades du Paléolithique vivant de la chasse et de la cueillette, qui s'aventurèrent dans des grottes pour en couvrir les parois de splendides peintures comme à Chauvet ou Lascaux. Ou peut-être considérez-vous que les plus lointains ancêtres des Français sont les premiers hommes à s'être sédentarisés en France? Vous savez, ces hommes du néolithique qui construisirent les premiers villages, qui façonnèrent les paysages en développant l'agriculture et l'élevage, et qui érigèrent les premières constructions monumentales, comme l'alignement de dolmens de Carnac en Bretagne. Mais vous faites peut-être partie de ceux qui croient que les Français sont les descendants de ces peuples de l'âge du fer, qui colonisèrent une grande partie de l'Europe, qui bâtirent les premières villes, les premières grandes infrastructures, les premiers temples, et développèrent de façon spectaculaire l'artisanat et le commerce. Vous savez, ces peuples que les Grecs appelèrent Celtes, tandis que les Romains préférèrent les nommer Gaulois, alors qu'eux-mêmes n'utilisèrent jamais ces termes. Mais officiellement, l'histoire de France commence en 481 avec la dynastie mérovingienne. Mais ces Mérovingiens, depuis quand sont-ils là? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs particularités? Et d'ailleurs, pourquoi ce nom de Mérovingien alors que la mémoire collective fait de Clovis le fondateur de la dynastie? Avant de vous présenter mon top 5 des rois mérovingiens, non, je vais pas faire ça, j'ai l'impression d'être passe-partout dans Fort Boyard. Avant de vous dévoiler mon top 5 des rois mérovingiens, il me semblait nécessaire de répondre à ces questions pour mieux comprendre et légitimer mon classement. Alors, la dynastie mérovingienne est fondée par un peuple germanique, les Francs, issus de deux ethnies, les Francs saliens et les Francs rhénans. Et à l'évocation du nom des Francs, on perçoit aussitôt l'héritage considérable de ce peuple qui, depuis plus de 1500 ans, a donné son nom à un certain pays de l'Europe de l'Ouest et à sa population qui occupe le territoire. La première évocation des Francs dans les sources, latines en l'occurrence. Ouais, c'est toujours les mêmes qui écrivent l'histoire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ok? La première évocation des Francs dans les sources remonte donc au IIIe siècle, au moment où ils franchissent le Limès, la frontière fortifiée du monde romain. Après plusieurs affrontements avec les Romains, ces derniers se résignent à les accepter. Ils leur donnent des terres, ils intègrent les guerriers aux légions romaines en tant qu'auxiliaires et les utilisent pour empêcher d'autres Germains d'envahir le monde romain. Mais dès le départ, les Francs se distinguent des autres peuples germaniques en refusant fermement et durablement la romanisation. Alors attention, pour ce qui est de la bouffe, du pinard ou des combats de gladiateurs, pas de problème, les mecs sont pas les derniers à profiter des bienfaits et des loisirs du monde romain. Mais par contre, ils conservent leur langue, leur religion et toutes leurs traditions. Alors oui, certains chefs francs apprennent le latin ou embauchent des traducteurs histoire de pouvoir causer avec les tauliers, mais le guerrier germain lambda, lui, il parle germanique et le latin pour lui, c'est déjà une langue morte. Ce n'est que 300 ans plus tard, au début du VIe siècle, que débute la romanisation des Francs et notamment des élites franques qui se convertissent au christianisme et apprennent à lire et à écrire le latin. Pourquoi mérovingien? Parce que la dynastie aurait été fondée par un ancêtre mythique, Mérové, issu des Francs saliens. Donc Clovis descendrait directement de ce gars-là. Pourquoi mythique? Parce qu'on n'a retrouvé aucune trace de lui, ni sa tombe, ni aucune évocation dans les sources, ce qui fait qu'il a peut-être existé, mais on n'a aucune preuve. En même temps, quand tu te dis que les Francs ont donné son nom à la dynastie royale qui les gouverne tous, tu te dis que le mec a sans doute existé et qu'il a été important en son temps. Les autres particularités des rois mérovingiens, tout d'abord, la transmission du pouvoir qui, disons-le tout de suite, est bordélique et entraîne fatalement tout un tas d'emmerdements à répétition. Et oui, car quand le roi meurt, ce sont tous ses fils qui deviennent rois, et se partagent le royaume. Et s'il n'y a pas de fils, ce peut être un frère, un neveu, un cousin, un oncle, qui peuvent prétendre à la couronne tant convoitée. Donc en gros, si t'es un bonhomme et que tu fais partie de la famille royale, tu peux espérer la plus belle promotion de ta vie. Et j'ai bien dit espérer car ça ne suffit pas. Chez les Francs, le roi doit être élu par les grands. Les chefs des grandes familles, les évêques et ceux qu'on appelle les leudes, c'est-à-dire l'entourage du roi. Et il doit être élu au cours d'une assemblée spéciale appelée le plède. Et je parle pas de la petite couverture. Tu vois un peu le bordel. Entre le partage permanent du royaume, les guerres incessantes entre les fistons, les oncles, les neveux pour récupérer tout le royaume, et les grands que tu dois gagner à ta cause pour te faire élire roi, c'est souvent le désordre qui règne. Et toutes ces traditions engagent inexorablement la dynastie mérovingienne sur l'autoroute de l'autodestruction. Car d'une part, les rois s'affaiblissent en se foutant sur la gueule, d'autre part, comme ils doivent être élus par les grands, ils doivent les acheter en leur filant du pognon, ou en leur donnant des terres, et le pognon qui va avec. Donc ils s'affaiblissent au détriment des grands, qui eux deviennent de plus en plus riches et puissants, ce qui conduira à la fin de la dynastie mérovingienne en 751. La dynastie mérovingienne commence donc en 481 avec le règne de Clovis et elle s'achève en 751, soit 270 ans en tout. Et pendant ces 270 ans, le royaume n'est unifié que pendant 64 ans, dont 30 ans pour le seul règne de Clovis. Le reste du temps, le royaume est divisé en plusieurs parties, en 4 grandes parties. La Neustrie et l'Austrasie au nord, la Burgondie qui s'étend de la Bourgogne jusqu'à la Provence,
et l'Aquitaine, qui elle s'étend de la Loire aux Pyrénées, donc le quart sud-ouest de la France actuelle. Ce partage du royaume, il a donc des inconvénients, car il entraîne des guerres fratricides, des assassinats et des conflits internes réguliers, mais il a aussi des avantages. Parce que quand il y a plusieurs rois, chaque roi se concentre sur sa partie, sur son royaume particulier. Et donc il va concentrer toute son énergie pour développer et protéger son royaume. Et de fait, pendant plus de 200 ans, les Mérovingiens ne perdent pas un pouce de terrain face à leurs ennemis. Je dois aussi vous parler des rois feignants. Et oui, car quand on entend parler des rois mérovingiens aujourd'hui encore, c'est souvent ce terme de roi feignant qui ressort. On parle de roi feignant pour désigner les rois francs qui n'avaient plus aucun pouvoir, mais à qui on avait laissé le titre de roi. La réalité du pouvoir étant alors exercée par les maires du palais, sorte de premier ministre de l'époque. Or, ce terme de roi feignant, c'est une invention d'Éginard, un lettré et ami de Charlemagne, donc qui a inventé ce terme au IXe siècle, parce que lui, son boulot, c'était de démolir les Mérovingiens pour justifier la prise de pouvoir de leurs successeurs, les Carolingiens. Donc son boulot, c'est de faire passer les Mérovingiens pour des incapables, des incompétents, et de faire passer les Carolingiens pour les sauveurs du royaume. Mais il n'est absolument pas objectif et raconte tout un tas de conneries dans ses chroniques. Grâce aux nombreux documents de l'époque mérovingienne retrouvés à ce jour, notamment des documents politiques, des documents religieux comme des donations, on sait que les rois mérovingiens apprenaient tous à lire et à écrire le latin, ce qui n'était pas le cas de certains de leurs successeurs. Charlemagne, par exemple, était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. On sait par ailleurs que certains rois mérovingiens étaient très cultivés, certains étaient même des poètes, ils écrivaient des poèmes, faisant preuve d'un raffinement, d'une culture et d'une sensibilité artistique à des années-lumière de l'image qu'on a aujourd'hui encore des Mérovingiens. Oui, parce que l'image qu'on nous a transmise d'eux, c'est clairement celle de Conan le Barbare. Des gros bourrins avec les cheveux longs, le QI d'une huître, et qui passaient leur temps à trousser la gueuse et à couper en pièces tout ce qui passait sur leur chemin. Mais dans les faits, on voit que c'était beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus nuancé. Enfin, on sait aujourd'hui que ce terme de roi feignant, il n'est pas totalement faux, mais il ne concerne qu'une petite minorité de rois mérovingiens, notamment ceux vraiment de la période tardive, principalement fin du 7e siècle, début du 8e siècle, ça concerne une trentaine d'années à peu près sur une dynastie qui, je vous rappelle, a duré 270 ans. Donc on ne peut pas résumer les rois mérovingiens à ce terme de roi feignant. Dernière particularité, pour être un roi mérovingien, tu devais avoir les cheveux longs. La tignasse était indispensable à cette époque, à cause d'une vieille croyance germanique qui faisait des cheveux la source du pouvoir royal. Un homme aux cheveux courts ne pouvant être que faible, le roi qui, chez les Francs, est avant tout un chef militaire, devait impérativement avoir les cheveux longs. Ce qui fait que quand on voulait se débarrasser d'un roi mérovingien, on pouvait le tuer, bien sûr, mais parfois, avec les plus faibles ou les plus inoffensifs, on pouvait se contenter de leur couper les cheveux. Comme ça, on était sûr que le gaillard ne pouvait pas prétendre à la couronne, du moins pas avant que sa tignasse ait repoussé. Et le fait que le roi mérovingien soit toujours choisi dans la même famille, c'est une vraie particularité des Francs. Aucun autre peuple germanique ne fait ça. Chez les Saxons, les Ostrogoths, les Visigoths ou les Vandales, n'importe quel guerrier peut tuer le roi et prendre sa couronne, mais pas chez les Francs. Chez les Francs, même si tu arrives à tuer le roi, tu as aucune chance de le devenir toi-même si tu ne fais pas partie de la famille royale. Et ça, les Byzantins s'en étonnent et évoquent cette particularité dans leurs sources. Les Byzantins, c'était pas des Romains, eux aussi? Oui, mais orientaux. Et ils parlaient grec et pas latin. Ouais, c'est toujours les mêmes qui écrivent l'histoire. Attention parce que ça va partir maintenant. Et en l'occurrence, non. Les deux principales sources de l'époque sont deux sources franques, l'histoire des Francs de Grégoire de Tours et la chronique de Frédéguerre. Enfin, dernier point, avant de vous dévoiler mon top 5 des rois mérovingiens. Eh ben, c'est pas trop tôt. Moi, j'en ai marre. La société mérovingienne est basée sur la tradition de la vendetta. Et oui, c'est toujours des Francs qu'on parle et pas des Siciliens. Ce que les Francs appellent fed ou feda signifie vendetta. Si un des membres de ta famille ou un de tes proches se fait couper un bras, une jambe ou se fait tuer, tu as le devoir, l'obligation de le venger en infligeant le même châtiment à son agresseur. Pour limiter les amputations de masse et les assassinats à chaque coin de rue, les Francs instaurent la loi salique, la possibilité pour l'agresseur d'éviter les représailles en dédommageant la victime ou sa famille. Tu pouvais vraiment payer un bras à l'époque, au propre comme au figuré d'ailleurs. C'est toi qui as coupé la main de mon fils? Oui, mais c'est juste une main, on va pas en venir aux hostilités pour ça, je vais vous la payer. Ouais. Et voilà. Et on reste en bon terme. Ouais. On se voit à la fête dimanche. Et c'est parti pour le top 5, numéro 5.
Deux particularités dans ce top 5, et voici la première avec non pas un roi, mais une reine, la reine Brunehaut. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, son nom ne signifie pas la grande brune, mais bouclier de combat en germanique, comme quoi même les femmes avaient un nom à connotation guerrière chez les Germains à l'époque. Au temps des Mérovingiens, les femmes sont exclues du partage royal. Une femme ne peut pas gouverner seule sur un royaume. Et il n'y a pas de légitimité par la femme. Je m'explique. Comme on l'a vu, pour être roi, il faut être membre de la famille royale. Et cette légitimité, elle est transmise uniquement par les hommes et non pas par les femmes. Pire encore, en plus de la reine, le roi peut épouser des concubines ou des maîtresses si vous préférez. Et il peut répudier à tout moment la reine sans avoir à se justifier. L'Église pour le moment est tolérante avec ses Germains fraîchement christianisés, mais elle ne va pas tarder à s'immiscer dans la vie privée de ses fidèles et toutes ces pratiques seront bientôt interdites. Alors vous allez me dire pourquoi choisir une femme dans mon top 5 alors qu'elles ont si peu de pouvoir et d'importance. Premièrement, une femme peut exercer une grande influence sur son mari, ce qui est le cas de Brunehaut. Deuxièmement, une femme peut exercer la régence si elle est veuve et que son fils est trop jeune pour régner, ce qui est aussi le cas de Brunehaut. En plus, son histoire est assez exceptionnelle, comme vous allez le voir, contrairement à nombre de rois mérovingiens qui meurent en bas âge, sont vite assassinés ou n'ont rien fait de particulièrement mémorable. Sans parler des rois feignants de la période tardive qui ne sont que des marionnettes sans le moindre pouvoir. Voilà pourquoi, à mon humble avis, elle a amplement sa place dans mon top 5. Brunehaut est la fille d'un roi wisigoth. C'est une princesse wisigothique qui grandit dans l'Espagne actuelle et en 566, à l'âge de 19 ans, elle épouse à Metz Sigebert Ier, le roi d'Austrasie. Peu après, Galsuinte, la sœur de Brunehaut, épouse quant à elle Chilpéric, le roi de Neustrie. Tout va bien pendant un certain temps, sauf que Chilpéric délaisse complètement son épouse Galsuinte et n'a Dieu que pour Frédégonde, une ancienne esclave devenue sa concubine. Malheureuse, Galsuinte décide de repartir chez elle en Espagne. Et Chilpéric ne s'oppose pas à cela, mais il doit la laisser partir avec sa dot. Et en 570, elle est finalement assassinée, et tout semble accuser Chilpéric ou alors Frédégonde, sa concubine, qui devient reine. Et c'est le début de ce qu'on appelle la Fête royale, une guerre qui va durer plus de 40 ans entre les deux royaumes du Nord, la Neustrie et l'Austrasie, car Brunehaut, reine d'Austrasie, ne pardonnera jamais l'assassinat de sa sœur et fera tout pour la venger. Après plusieurs années de guerre, Sigebert, le mari de Brunehaut, multiplie les victoires et prend définitivement l'ascendant sur son frère Chilpéric, à tel point que les propres hommes de Chilpéric le reconnaissent comme roi en le hissant sur un bouclier. Et oui, car la tradition de hisser un chef sur un bouclier, ce n'est pas une tradition gauloise, c'est une tradition des Germains. Mais quelques jours après ça, Chilpéric envoie deux assassins qui, déguisés en émissaires, poignardent à mort son frère, le mari de Brunehaut, qui devient alors régente car son fils est trop jeune pour régner. On est en 575. Brunehaut est capturé, emprisonné, et tout aurait pu s'arrêter là pour elle. Mais la reine a de la ressource. Décrite comme étant extrêmement belle par les sources de l'époque, elle parvient à séduire Mérové, le propre fils de son pire ennemi Chilpéric. Elle en profite bien sûr pour sortir de prison et rentrer chez elle en Austrasie. Le père et le fils entrent rapidement en guerre et Chilpéric prend rapidement le dessus sur son fils Mérové. Il le fait emprisonner, il lui fait couper les cheveux pour l'humilier et finit finalement par le faire assassiner. De retour dans son royaume, Brunehaut prépare sa vengeance. Et en 584, Chilpéric est finalement assassiné. Et beaucoup soupçonnent Brunehaut d'être la commanditaire de ce meurtre. Même après la mort de Chilpéric et celle de Frédégonde, Brunehaut ne lâche rien. Ce qu'elle veut, c'est éradiquer la lignée de ses ennemis une bonne fois pour toutes. Après la mort de son fils, elle entraîne ses petits-fils et même ses arrière-petits-fils dans la guerre contre le dernier fils de Chilpéric, Clotaire II. C'est qu'elle a la rancune tenace, Brunehaut. Mais en 613, elle est trahie par les Grands d'Austrasie qui, lassés par la guerre, la capturent et la livrent à son pire ennemi, Clotaire II. Le châtiment exemplaire qu'il lui inflige assure la postérité et la célébrité de Brunehaut, qui aujourd'hui encore est essentiellement connu pour sa mort si violente. En effet, pendant 3 jours, elle est torturée, livrée en pâture aux hommes de Clotaire II qui s'en donnent à cœur joie, je vous fais pas un dessin. On la traîne même sur un dromadaire pour l'humilier, avant finalement de l'attacher par les cheveux à un cheval indompté. Une fois morte, son corps est ensuite brûlé. Mais quel panache, quelle détermination et quelle force de caractère chez cette reine hors du commun. Et puis elle serait responsable de la mort de 10 rois francs ou prétendants à la couronne. C'est quand même pas rien. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 4.
Clotaire II est le fils de Chilpéric, roi de Neustrie et de Frédégonde. Et lorsqu'il ouvre les yeux pour la première fois, cela fait déjà 14 ans que ses parents combattent la reine Brunehaut dans une guerre impitoyable où les coups bas et les assassinats commandités sont bien plus nombreux que les hauts faits militaires. Ses frères sont tous morts très jeunes, dans des circonstances obscures, et la reine Brunehaut n'est sûrement pas étrangère à toutes ces morts prématurées. Le bébé naît dans un tel climat de peur et de paranoïa, ses parents sont tellement inquiets pour sa survie et celle de leur lignée, qu'ils vont cacher le bambin dans une villa isolée sans même lui donner de nom ou le faire baptiser, tout ça bien sûr pour essayer d'assurer au mieux sa sécurité. Quelques mois seulement après sa naissance, Chilpéric est assassiné en 584 et la Neustrie sombre dans le chaos. Les villes se battent entre elles, les grands aussi, et certains se rallient au camp ennemi, celui de Brunehaut. En bref, c'est un bordel indescriptible autour de lui, et le bébé prend une importance toute particulière parce que c'est le dernier fils vivant de Chilpéric, et sans lui, sa mère Frédégonde ne peut pas être reine. C'est finalement son oncle, le roi Gontran de Burgondie, qui lui sauve la vie en acceptant de l'adopter et de le protéger pendant sa minorité. Il force aussi tout le monde à reconnaître le garçon comme étant l'héritier légitime de Chilpéric et donc le roi de Neustrie. Dès l'âge de 9 ans, Clotaire II accompagne ses armées sur les champs de bataille. Et des batailles, il va en connaître, alternant victoires et défaites. Jusqu'à ce qu'enfin, en 613, ils parviennent à mettre un terme à cette guerre fratricide qui s'éternisait depuis plus de 40 ans. Clotaire II sait qu'il ne peut pas laisser Brunehaut ou ses héritiers en vie, donc il se montre impitoyable. Il fait mettre à mort ses rivaux, mais aussi les fils de ses rivaux, pour mettre définitivement un terme au conflit. Il condamne aussi la reine Brunehaut, pourtant âgée de 66 ans, à une mort exceptionnellement violente pour l'époque. Le grand exploit de Clotaire II, c'est d'être sorti vainqueur de ce conflit fratricide qui décima plusieurs familles royales, entraîna la mort de plusieurs milliers de soldats et aussi celle de beaucoup de civils innocents, victimes collatérales comme toujours des guerres des puissants. Traumatisé par cette guerre, il s'efforce par la suite d'imposer une paix durable, ce qu'il réussit à faire, et il règne sur le royaume réunifié pendant 16 ans. C'est l'un des très rares rois mérovingiens à ne pas être polygame. Il a eu plusieurs épouses, mais jamais plusieurs en même temps. À la mort de sa première épouse, il en a épousé une seconde, et puis à la mort de sa seconde, il en a épousé une troisième. Mais il n'a jamais eu plusieurs femmes en même temps, ce qui est assez inédit pour l'époque. Son fils, Dagobert Ier, sera l'un des plus grands monarques de la dynastie mérovingienne. On enchaîne avec le numéro 3. Seconde et dernière particularité de ce top 5, j'ai rassemblé ici les 4 fils de Clovis, car c'est un moment très particulier de la dynastie mérovingienne où des frères, plutôt que de s'entretuer, vont unir leurs forces face à des ennemis communs. Clovis a eu 2 épouses et 4 fils qui deviennent tous rois après la mort de leur père en 511. Ils se nomment Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Ils sont ambitieux et cherchent à étendre le monde franc au détriment de leurs voisins. Ce sont eux qui étendent le royaume jusqu'à son expansion maximale. Les frontières ne bougeront plus ensuite pendant plus de 200 ans. Ils s'attaquent tout d'abord aux Burgondes qui avaient tenu en échec le prestigieux Clovis. Une première campagne est lancée en 523-524. Et malgré quelques succès, Clodomir est tué et les Francs doivent finalement battre en retraite. Peu après, Thierry et Clotaire unissent leurs armées et écrasent les Alamans et les Thuringiens dont les territoires sont aussitôt annexés. Les Burgondes sont finalement vaincus après 2 nouvelles années de guerre en 534 grâce à l'union de Clotaire et Childebert. La conquête de la Burgondie enrichit considérablement les vainqueurs car c'est un territoire vaste, très prospère, avec des terres fertiles et un riche sous-sol aux abondantes ressources minières. Puis en 537, c'est la Provence qui est annexée au détriment des Ostrogoths. Les fils de Clovis poursuivent sur leur lancée et lancent des offensives en Hispanie, en Septimanie et même en Italie du Nord. Excellents meneurs d'hommes, pragmatiques et ambitieux à la fois, ils écrivent l'une des plus belles pages de l'histoire mérovingienne et refusent de s'attaquer entre eux. Et comme Thierry et Childebert meurent sans héritier, Clotaire, le dernier fils de Clovis encore en vie, réunifie l'ensemble du royaume et prend comme son père le titre de roi des Francs. Numéro 2. De nos jours, Dagobert est surtout connu pour la chanson qui parle de lui et de sa culotte à l'envers. Mais cette chanson, écrite en fait peu de temps avant la Révolution française, se moque en réalité de Louis XVI. Comme La Fontaine utilisant des animaux dans ses fables pour se moquer de Louis XIV sans risquer de se faire couper la tête, l'auteur de la chanson se sert de Dagobert comme d'un prête-nom pour se moquer de Louis XVI en toute impunité. Pourquoi Dagobert et pas un autre ? C'est assez incompréhensible et assez injuste pour Dagobert lui-même, parce que des rois médiocres ou incompétents, on en a eu pas mal, mais l'auteur de la chanson a choisi l'un des plus brillants rois
de la dynastie mérovingienne. Contrairement à beaucoup d'autres, Dagobert est un excellent gestionnaire qui s'efforce d'assainir son royaume et de combattre les abus des comtes et des évêques. Il réforme la justice pour qu'elle soit plus équitable, ce qui profite à ses sujets les plus humbles. Il s'entoure de fonctionnaires compétents, notamment Éloi, évêque de Noyon, et Ouan, évêque de Rouen, qui seront plus tard canonisés par l'Église. Il finance l'embellissement de l'église Saint-Denis, dans laquelle il est inhumé à sa mort, inaugurant sans le savoir une tradition de la monarchie française qui allait durer 1200 ans. Saint-Denis devient en effet la nécropole royale et malgré les changements dynastiques, presque tous les rois de France y sont enterrés depuis le règne de Dagobert. Chef de guerre éclairé, il privilégie la diplomatie à la guerre tout en prenant ses responsabilités lorsque cette dernière est inévitable. Il repousse les invasions des Basques en Aquitaine et celles des Slaves sur la frontière du Rhin. Dagobert conclut une alliance avec le roi des Bretons, Judicaël, et signe un prestigieux traité d'alliance avec l'empereur byzantin Héraclius qui le reconnaît comme le successeur légitime des Romains en Occident. Il est le dernier grand souverain des Mérovingiens et après lui, aucun roi ne parviendra à régner sur l'ensemble du royaume. Et on passe au numéro 1. Pas de surprise pour le numéro 1 de mon top sur les rois mérovingiens, mais parce qu'il n'y a pas de débat, tant Clovis est un modèle de réussite et de grandeur dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, religieux ou militaire. À la mort de son père, Childéric Ier, en 481, il devient roi et hérite d'un petit royaume entourant la ville de Tournai. Là sur la carte, en bleu, vous voyez le territoire occupé par les Francs, mais il y a plusieurs rois francs qui cohabitent à cette époque-là. Clovis n'est que l'un d'entre eux. Contesté par plusieurs chefs francs, il parvient toutefois à les réunir pour attaquer Syagrius, le dernier grand chef de guerre romain présent en Gaule. À la bataille de Soissons en 486, Syagrius est finalement tué et Clovis étend son royaume jusqu'à la Loire. Après cette victoire, Clovis se débarrasse de ses rivaux et prend le titre de roi des Francs. L'intelligence politique de Clovis, c'est d'avoir utilisé ses rivaux pour vaincre un ennemi beaucoup plus puissant, le romain Syagrius, avant de s'en débarrasser. Après sa victoire, Clovis est suffisamment fort pour régner seul, et il se lance alors dans une vaste politique de conquête. Son objectif est simple, il veut conquérir toute la Gaule. Toute ? Non, car c'est à ce moment-là qu'il connaît son seul et unique échec militaire face aux Burgondes. Non, mais c'est plus fort que moi, mais dès que j'entends Burgonde, je vois le roi Burgonde dans Kaamelott, quoi. Vaincu sur le champ de bataille, Clovis ne repart toutefois pas les mains vides, car le roi Burgonde lui offre la main de sa nièce Clotilde en 493. Quelques années plus tard, il lance une grande offensive contre les Alamans qui sont écrasés à la bataille de Tolbiac. Le royaume de Clovis s'étend alors jusqu'au Rhin. Pour stopper l'expansion du roi des Francs, plusieurs peuples germaniques s'unissent face à lui. La confrontation décisive a lieu à Vouillé, près de Poitiers, en 507. Clovis y remporte sa plus grande victoire face au roi wisigoth Alaric II. Toute l'Aquitaine est conquise, soit environ un quart de la France actuelle, et les Visigoths sont repoussés en Septimanie et au-delà des Pyrénées. Clovis devient alors le plus puissant roi d'Occident. Avant son règne, les Francs étaient restés fidèles à leur religion polythéiste, alors que tous les autres Germains étaient ariens. Non, pas ces Germains ariens là. L'arianisme, c'est une branche du christianisme très populaire à cette époque qui ne reconnaît pas Jésus comme d'essence divine. Sans doute influencé par son épouse Clotilde et par l'évêque de Reims, Rémy, Clovis se démarque des autres chefs de guerre germains en choisissant de se convertir au catholicisme, s'attirant aussitôt les bonnes grâces de tous ses sujets, des plus puissants aux plus humbles. Et avec lui, c'est toute l'aristocratie franque qui se convertit au christianisme. La date du baptême est incertaine, peut-être 496 ou 506. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu lieu à Reims le jour de Noël. Comme on l'a vu, pour limiter les effets néfastes de la Fède ou vendetta, Clovis instaure la loi salique, qui permet aux victimes d'actes de violence d'obtenir une compensation et donc d'éviter les représailles. Et cette loi salique, elle nous en apprend beaucoup sur la société mérovingienne. Par exemple, on sait que la vie d'un homme libre et la vie d'une femme libre avaient la même valeur. 200 sous en l'occurrence. Et par exemple, celle d'une femme libre qui était enceinte valait 3 fois plus que celle d'un homme libre. Si je parle d'hommes libres et de femmes libres, vous l'aurez compris, c'est parce que les Mérovingiens pratiquaient l'esclavage à l'époque. Enfin, citons une dernière décision de Clovis qui connaîtra une postérité certaine, celle de faire de Paris la capitale de son royaume. La ville ne s'étend alors que sur 30 hectares, bien loin des 1400 hectares de Constantinople, la capitale des Byzantins à la même époque. Mais elle est choisie pour sa position centrale et stratégique. Le nom même de Clovis connaîtra une extraordinaire postérité puisqu'il est à l'origine du prénom Louis et de tous ses dérivés, Louise,
Loïs, Louisa, Louison, etc. Et pour toutes ces raisons, Clovis est au sommet de mon top 5 sur les rois mérovingiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les rois mérovingiens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est la première vidéo de la chaîne et j'ai tout fait de A à Z, donc essayez d'en tenir compte et d'être indulgent dans vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau top historique.